Alors, stress, émotion, identité, ces mots, on les entend partout et ils peuvent paraître un peu intimidants, non? Pourtant, ce sont vraiment les clés pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Comment est-ce qu'on peut mieux gérer la pression du quotidien? Qu'est-ce que nos émotions essaient de nous dire au juste? Et puis, la grande question, qui est-on vraiment? C'est le voyage qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On a tous déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Cette impression de mener une sorte de bataille à l'intérieur de sa propre tête. Une tension permanente qui finit par nous vider de notre énergie. C'est quelque chose de, oui, de vraiment universel. Mais voilà, et si on voyait les choses différemment? Et si tout ce stress, cette anxiété, ce n'était pas le problème en soi? Si c'était juste un signal? Pensez à ça, comme le voyant rouge qui s'allume sur le tableau de bord d'une voiture. Il n'est pas là pour nous embêter, il est là pour dire « Attention, il y a quelque chose qui demande à être regardé ». Du coup, la vraie question, c'est ça. Si le stress n'est que le voyant, qu'est-ce qui se passe vraiment sous le capot? C'est quoi la vraie panne? Allez, c'est parti, on ouvre ce capot ensemble et on va jeter un œil à la mécanique interne. Bon, première section, on va s'attaquer au stress. C'est un peu comme la pointe de l'iceberg, vous voyez? C'est la première chose qu'on sent, la plus évidente. Mais pour vraiment le gérer, eh bien, il faut commencer par comprendre d'où il vient, ce fameux voyant lumineux. À la base, le stress, c'est un mécanisme de survie. Faut s'imaginer, nos ancêtres, à l'époque de la préhistoire, s'ils tombaient nez à nez avec un tigre à dents de sabre, le corps passait en mode combat ou fuite. Le cœur qui s'emballe, les muscles qui se tendent, tout ça pour survivre. Le truc, c'est que notre corps, lui, il n'a pas beaucoup changé. Sauf qu'aujourd'hui, le tigre, c'est un mail urgent du patron ou une simple notification sur le téléphone. Le système d'alarme est exactement le même, mais la menace, elle, a complètement changé de nature. Il y a un chercheur, Hans Selye, qui a super bien modélisé ça. Il a montré que ça se passe en 3 phases. D'abord, il y a la phase d'alarme. C'est le choc initial. Le corps se met en branle. Ensuite, vient la phase de résistance. Là, le corps s'adapte et tient le coup face à la pression. Mais si ça dure trop longtemps, on arrive à la 3e phase, l'épuisement. Et là, c'est le fameux burn-out. À ce stade, le voyant lumineux ne clignote plus gentiment, il hurle. Ok, mais concrètement, on fait comment pour gérer ça? Eh bien, Dale Carnegie a une formule en 3 étapes, assez contre-intuitive mais super efficace. Première étape, il faut imaginer le pire scénario possible. Je veux dire vraiment le pire du pire. Deuxième étape, se préparer mentalement à l'accepter. Attention, ça ne veut pas dire baisser les bras, c'est juste pour faire baisser la pression, pour calmer la panique. Et c'est seulement après, une fois plus calme, qu'on passe à la 3e étape. Agir, mettre toute son énergie pour améliorer ce scénario du pire. Et là, hop, on passe de l'anxiété paralysante à l'action constructive. Voilà pour le stress. On a bien compris le voyant lumineux, maintenant, creusons un peu plus. Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire, ce voyant? C'est là que les émotions entrent en jeu. Elles ne sont pas juste là pour nous compliquer la vie, pas du tout. En fait, elles sont comme notre boussole intérieure. Et là, il y a une citation de Jen Siofachen qui est juste parfaite pour ça. Elle dit en substance que toutes les émotions ont une fonction. C'est le sens qu'on leur donne qui les rend agréables ou désagréables. Et ça change tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'émotions négatives. La peur, la colère, la tristesse, elles ont tout un rôle à jouer, un message à délivrer. C'est juste notre interprétation qui les classe dans la case bon ou mauvais. En fait, c'est un peu comme un code à déchiffrer. Par exemple, la peur, bien souvent, c'est simplement un signal qui nous dit que notre besoin de sécurité est en jeu. La tristesse, elle, pointe souvent vers un besoin d'amour ou d'affection qui n'est pas rempli. Et la colère, la colère, elle surgit très souvent quand on a l'impression que notre besoin de respect ou de considération est piétiné. Le fait de comprendre ça, c'est énorme. On transforme d'une émotion qui nous submerge en une information super claire sur ce dont on a vraiment besoin. Et la grande clé derrière tout ça, c'est l'expression. Une émotion qu'on verbalise, qu'on partage, elle a une chance de trouver une réponse et donc de s'apaiser. Alors qu'une émotion qu'on garde pour soi, qu'on refoule, eh bien elle tourne en boucle dans notre tête, un peu comme un vieux disque rayé. C'est la différence entre pleurer seul dans son coin, ce qui peut soulager un peu sur le moment, et pleurer dans les bras de quelqu'un, ce qui peut vraiment commencer le processus de guérison. Bon, on a parlé du stress, des émotions, on a bien regardé la mécanique, mais maintenant, il est temps de s'intéresser au pilote. Qui est au volant de la machine? Qui est ce jeu qui ressent toutes ces choses? On arrive au cœur du sujet, la question de l'identité. Cette image du labyrinthe, je la trouve absolument parfaite. Parce que notre identité, ce n'est pas une statue finie, gravée dans le marbre qu'on découvre un beau matin. Pas du tout. C'est un chemin qu'on construit jour après jour, au gré de nos interactions, de nos expériences. C'est vraiment un voyage et non une destination finale. Le psychologue Edmond Mark a une façon géniale de décrire ça. Pour lui, l'identité, c'est comme un numéro d'équilibriste constant. Pensez-y, on a besoin de ressembler aux autres pour appartenir à un groupe, mais en même temps, on veut être unique et différent.
On a notre monde intérieur, notre jardin secret, et puis notre vie sociale, visible par tous. On a besoin de sentir une continuité, de se dire «je suis toujours le même», et pourtant on change en permanence. L'identité, c'est cette danse un peu folle entre toutes ces contradictions. Pour simplifier, on peut voir ça en deux grandes parties. D'un côté, il y a ce qu'on appelle l'identité sociale. C'est un peu notre carte de visite, notre profession, notre genre, nos rôles de parents, d'amis. De l'autre, il y a l'identité personnelle. Ça, c'est notre monde intérieur, notre jardin secret. Ce sont nos souvenirs, nos traits de caractère uniques, nos valeurs profondes. Et bien sûr, les deux sont complètement liés. Ils se nourrissent l'un l'autre en permanence. Et c'est là, bien sûr, que les choses peuvent devenir difficiles. Parce que cette identité, elle se construit aussi, et beaucoup, dans le regard des autres. Et en jugement négatif, un regard de travers, ça peut déclencher un sentiment terrible. La honte. Il faut bien faire la différence. La culpabilité, c'est quand on pense avoir fait quelque chose de mal. La honte, c'est bien plus profond. C'est le sentiment d'être mauvais, d'être inadéquat. Et ça, malheureusement, c'est le terrain parfait pour que le complexe d'infériorité s'installe. Ok, on a pas mal regardé ce qui se passe à l'intérieur, maintenant il est temps de voir comment tout ça se manifeste à l'extérieur. Parce que, inévitablement, notre monde intérieur finit toujours par déborder et influencer nos relations avec les autres. C'est assez direct en fait. La manière dont on se perçoit, les émotions qu'on ressent, tout ça va directement colorer nos interactions. Quand on est face à un conflit ou à une personnalité un peu difficile, c'est la solidité de notre estime de soi et notre capacité à comprendre nos émotions qui vont faire toute la différence. C'est ce qui distingue une réponse posée et constructive d'une réaction complètement impulsive. Prenons un cas pratique, par exemple, qu'on trouve dans les sources. Comment on interagit avec une personnalité dite narcissique? Y aller en opposition frontale, c'est souvent la garantie de se prendre à mur. La stratégie, elle est plus subtile. Il s'agit de montrer une approbation sincère sur les points où c'est possible, d'être hyper factuel et précis si on a une critique à faire, et surtout d'éviter de rentrer dans une opposition de principe. En gros, c'est l'art de naviguer avec la situation plutôt que de la confronter de plein fouet. Bon, on arrive à la dernière étape de notre parcours. Et l'idée ici, c'est vraiment de passer du statut de spectateur qui subit à celui d'acteur. Cette section, elle est entièrement dédiée à des outils très concrets pour reprendre les commandes, pour devenir en quelque sorte l'architecte de sa propre expérience intérieure. Et pour ça, il y a un outil mental qui est juste révolutionnaire. C'est le cercle d'influence. Le concept est simple. Imaginez deux cercles, l'un dans l'autre. Le grand cercle extérieur, c'est le cercle des préoccupations. Tout ce qui nous inquiète, mais sur lequel on n'a pas de contrôle. La météo, l'opinion des autres. Et le petit cercle, au centre, c'est notre cercle d'influence. Là, c'est tout ce sur quoi on peut agir directement. Nos actions, notre attitude, nos paroles. La clé du truc, c'est de mettre 100% de notre énergie et de notre attention dans le petit cercle. En faisant ça, on arrête de s'épuiser sur des choses qu'on ne peut pas changer et on réalise qu'on a un pouvoir d'action immense. C'est vraiment un changement de perspective radical. Voici un autre outil que je trouve fantastique. On a tous au fond de nous des petites voix, des sortes de messages contraignants qu'on a intégrés depuis l'enfance. Le fameux « sois parfait, fais plaisir aux autres, sois fort, ne pleure pas ». Ça vous parle? Eh bien, ce tableau propose des antidotes pour contrer ces messages. C'est comme s'offrir des permissions. Face à la voix qui dit « sois parfait », on se donne la permission et le droit de faire des erreurs. Face à « sois fort », on s'autorise à être vulnérable et à demander de l'aide. C'est une façon hyper concrète de reprendre le contrôle sur notre dialogue intérieur et de le rendre plus bienveillant. Au final, tout ce cheminement nous amène à une conclusion assez simple mais fondamentale. L'objectif, ce n'est pas d'atteindre une sorte de perfection impossible, c'est de devenir plus entier, d'apprendre à s'accepter tel qu'on est, avec nos qualités et nos défauts. C'est ça le vrai secret d'une estime de soi solide, c'est de devenir son meilleur allié, son propre soutien, quelles que soient les tempêtes qu'on traverse. Et j'aimerais qu'on se quitte sur cette dernière pensée. Si, comme on l'a vu, notre identité n'est pas quelque chose de fixe, gravé dans le marbre, mais plutôt une histoire qu'on est en train d'écrire, alors ça veut dire que chaque nouveau jour est une page blanche. Le stylo, c'est nous qui le tenons. Et dans ce cas, la question la plus importante n'est peut-être pas tant « qui suis-je ?», mais plutôt « qui est-ce que je choisis de devenir aujourd'hui ?»